Vous avez parlé tout à l'heure des finances publiques. Je pense qu'on ne peut pas vraiment détacher la question de l'éducation des finances publiques, de la gestion publique. C'est une question très reliée, surtout à l'heure où toutes les dépenses publiques sont de plus en plus tarifées, privatisées. Nommons simplement la récente crise financière qui a coûté presque plus de 1,2 trillion de dollars aux États occidentaux. Okay? Et là, il y a ce qu'on appelle des mesures d'austérité. Alors, un petit peu partout, ce qu'on voit, c'est les gouvernements, c'est pareil à Londres, c'est pareil partout. Les gouvernements qui viennent voir les étudiants qui disent ben là, il faudra payer, on refile la facture. Est-ce que vous croyez, et la question est pour les deux, je le rappelle, est-ce que vous croyez qu'on peut inscrire le Québec dans ce mouvement mondial-là? Est-ce qu'on peut vraiment isoler la question des frais de scolarité de la gestion des finances publiques? Bref, faites du chemin là-dessus, s'il vous plaît. Très bonne question. Effectivement, je pense qu'il y a quand même une différence, disons, d'ampleur entre le Québec et d'autres pays dans le monde. On n'est pas la Grèce et on n'est pas l'Irlande et on n'est pas l'Angleterre, la Grande-Bretagne. En fait, pour l'instant, il n'y a pas ce péril dans la demeure de devoir couper partout de toute urgence. Il faut que nos gouvernements soient responsables puis gèrent les finances publiques de façon responsable, réduisent le déficit, qui, je vous le rappelle, est quand même prévu à 4,5 milliards cette année. En fait, 4,3 milliards cette année, 4,5 l'année prochaine. Donc, effectivement, il faut que les finances publiques retrouvent le chemin de la soutenabilité à long terme. Ceci étant dit, comme je le mentionnais, il ne faut pas que les frais de scolarité soient considérés comme un moyen pour réduire le déficit du gouvernement, parce qu'à mon avis, le piège, c'est de prendre de l'argent qui serait mieux investi à l'université et de la détourner pour éviter des choix difficiles à faire ailleurs en comblant une partie du déficit. Donc, en fait, ce risque-là existe sans doute. Je crois qu'il faut l'éviter. Puis là-dessus, je pense que toi et moi, on va être en accord. Ceci étant dit, pour la situation immédiate, je crois qu'il est possible de faire des efforts financiers puis des efforts en termes de finances publiques pour revenir à un équilibre budgétaire sans avoir à demander aux étudiants de faire une contribution qui ne se traduirait pas par une meilleure qualité de l'éducation, mais simplement par on vous en prend un peu plus pour rembourser le déficit puis réussir à pouvoir payer l'ensemble des frais de l'État, y compris l'épicerie. Je crois que cet argent-là doit être investi dans les universités pour que l'éducation soit de meilleure qualité. Bien évidemment, je vais être d'accord avec les prémices de la question. Est-ce qu'on peut décrocher l'éducation du reste des finances publiques? C'est impossible. Hein? L'éducation est majoritairement financée par l'État. Donc, bien entendu, il faut regarder l'ensemble des finances publiques. Mais regardons-les justement. Quand on prend le cas, par exemple, de l'Irlande, c'est une bonne chose qu'on ne soit pas l'Irlande, malgré que l'IEDM en faisait la promotion du modèle irlandais au début des années 2000, mais bon, passons sur ce détail. Les mesures d'austérité qui ont été mises en place en Irlande, d'ailleurs, qui a été le premier pays à mettre en place des mesures d'austérité extrêmement sévères suite à la crise, se sont révélées, comme on l'a vu, un fiasco monumental. Des mesures d'austérité au Québec auraient un effet similaire. La question de la crise financière de l'État est à distinguer de la crise financière que nous avons vécue. La crise des finances publiques est une chose particulière, une chose qui est entre autres artificiellement créée par le gouvernement, qui a choisi dans les 10 dernières années de réduire les impôts des particuliers, de réduire les impôts des entreprises, d'éliminer la taxe sur le capital, de faire un ensemble de mesures fiscales qui ont empêché l'État d'avoir les moyens de payer des services publics. Et ensuite, le gouvernement se retourne pour nous dire « Ah, mais on n'a plus d'argent. Il manque de l'argent dans la caisse. » Donc, on peut augmenter les tarifs. Et M. Bachand ne se gêne pas pour le dire, d'ailleurs, généralement. D'ailleurs, vous avez assez d'argent pour payer des tarifs parce qu'on vous a baissé l'impôt. Alors, vous avez maintenant de l'argent disponible pour le baisser. Mais évidemment, on va chercher l'argent dans les poches des mêmes contribuables, mais pas exactement au final. On va le chercher dans les poches des contribuables. Il n'y a que nous, au final. Hein. Il y a les entreprises et les particuliers qui peuvent financer l'État. Dieu ne participe pas à cette opération-là. Alors, il faut aller chercher de l'argent quelque part. Mais à qui on va le chercher? Bien évidemment, on va le chercher dans les poches des personnes qui ont le moins de capacité de payer. Et on ne tient pas compte de leur capacité de payer quand on va le chercher avec des tarifs régressifs, comme les frais de scolarité sont des tarifs régressifs. Nos collègues du Centre canadien des politiques alternatives ont sorti aujourd'hui une étude sur le
premier pourcentage, donc les riches, le premier pourcentage de riches au Canada, pour tracer un peu une courbe de quelle est leur part du PIB qu'ils concentrent entre leurs mains et quelle est la part d'impôts qu'ils paient. Je vous invite à aller la lire. Vous verrez qu'on se retrouve dans une situation comparable à celle des années 20 avant la crise, donc où beaucoup de richesse est concentrée en peu de mains et ils sont très peu imposés. D'ailleurs, j'avais beaucoup de questions à poser à mon collègue à propos d'une autre note que l'IEDM a fait paraître à ce sujet, mais ce n'est pas le propos ici. Il y a une deuxième chose qu'il faudrait dire, c'est que quand on dit qu'il faut augmenter les frais de scolarité pour avoir plus de qualité d'enseignement, comment se fait-il qu'on avait par le passé davantage de professeurs, davantage de qualité d'enseignement avec des frais de scolarité moins élevés et que là maintenant, après des hausses de frais de scolarité successives, on se retrouve dans une situation moins intéressante? C'est parce qu'il y a un désengagement ici. Et oui, bien sûr, on peut toujours dire « Ah, mais il ne faudrait surtout pas que ça arrive. » Le fait est, c'est arrivé de façon répétée par le passé. Alors, je crois qu'il faut tirer les leçons de cette situation où le gouvernement choisit de se désengager pour laisser les étudiants et les étudiantes payer à sa place et, en conséquence, dire non, évidemment, à toute hausse de frais de scolarité et même opter pour une réduction de ceux-ci.